Valérie Pécresse est l'invitée d'ITélé. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Et si c'était les régions, finalement, qui trouvaient la solution face au chômage, vous présentez aujourd'hui votre plan pour relancer l'apprentissage. Voilà un sujet qui est souvent délaissé. Avec vous, donc, on va parler de la mise en œuvre de cette mesure d'insertion des jeunes, avec l'accueil d'un stage, donc d'un apprenti en contrepartie de chaque subvention accordée par la région. C'est quoi? C'est, pour bien comprendre, c'est un peu votre contrat de génération à vous? Non, alors, il y a plusieurs choses. D'abord, je veux qu'on aide les jeunes à s'insérer dans le monde de l'emploi et qu'on mette le pied à l'étrier à tous ceux qui n'ont pas de carnet d'adresse, pas de piston, pas de relation. Donc, je me suis aperçue que la région donnait à peu près 2 milliards de subventions chaque année à des associations, à des collectivités locales, des établissements publics ou des entreprises. Et je demande désormais, c'est le seul critère pour obtenir la subvention, mais c'est un critère sine qua non, que chaque personne qui demande une subvention à la région, en contrepartie, me prenne soit un stagiaire, soit un apprenti, soit un jeune en contrat d'insertion de mission locale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une contrepartie un peu civique à l'obtention d'une subvention publique qui est l'accueil d'un jeune. Ça nous permettrait de créer jusqu'à 100 000 nouvelles offres, première offre d'expérience professionnelle à des 100 000. jeunes. 100 000, oui, sur la C'est votre mandature. objectif, hein? Oui. Le fait de laisser le choix, ça va peut-être inciter davantage les organismes, les entreprises à prendre un stagiaire, ça coûte moins cher. Alors le Plutôt stagiaire, qu'un apprenti ou un emploi, un vrai emploi. le stagiaire coûte moins cher, mais vous savez, c'est tellement difficile de trouver un stage. C'est vrai. Il y a tellement de jeunes qui sont obligés de refuser des formations, qui renoncent à aller faire leur formation parce qu'ils n'arrivent pas à trouver un stage en alternance. Donc, moi, je crois qu'il faut laisser le choix aux entreprises, aux collectivités et aux associations de la bonne personne. À côté de ça, je relance l'apprentissage parce que je me suis aperçue que l'apprentissage avait baissé de 18% pour les apprentis au niveau pré-bac, CAP, bac pro, moins 18% en 4 ans. Et c'est scandaleux, parce qu'on sait bien aujourd'hui que c'est l'apprentissage qui est le meilleur outil d'intégration d'un jeune défavorisé et d'un jeune déscolarisé. Alors, ces mesures pourraient concerner au final dans votre région combien de jeunes? Vous avez cité 100 000, mais au total? Alors, 100 000 pour les stagiaires, et la mesure de contrepartie de subvention. Et puis sur l'apprentissage lui-même, eh bien, on est aujourd'hui à 80 000 apprentis, alors que depuis 10 ans, on nous dit qu'on est à 100 000. Donc les chiffres étaient faux. Il nous manque 20 000 apprentis par an. Et moi, je souhaite que nous atteignions ce chiffre de 100 000 très vite. Et je vais demander au CFA de signer avec moi un contrat de performance. Parce que je veux savoir ce qu'on ne sait pas aujourd'hui. Où sont les places vides? Où sont les débouchés? Où sont les taux de rupture et pourquoi il y a des taux de rupture? Est-ce qu'il faut aider les jeunes apprentis, les tutorer, leur apprendre à mieux se comporter dans l'entreprise, dans le monde du travail? Est-ce qu'il faut leur redonner les fondamentaux? Parce que la vérité, c'est qu'un certain nombre de patrons nous disent qu'ils ne prennent pas d'apprentis parce que les apprentis qu'on leur propose n'ont même pas les fondamentaux des 4 opérations, de la règle de 3 ou de savoir lire, écrire et compter. Donc le sujet, c'est aujourd'hui, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai besoin d'un tableau de bord et j'ai besoin de savoir où ça recrute. Ce plan pour l'apprentissage, vous l'avez chiffré, vous l'avez estimé, ou ça fait partie du budget apprentissage du conseil régional? Aujourd'hui, le conseil régional paye au nombre d'apprentis inscrits. Donc c'est évident que si mon plan réussit, ça nous coûtera de l'argent. Mais en même temps, je pense qu'on peut faire aussi beaucoup d'économies. Vous savez, il y a beaucoup de places vides dans des classes d'apprentissage. Et moi, ça me désole de me dire, par exemple, qu'au campus des métiers, la moitié des places sont vides pour des métiers qui embauchent, des métiers de l'esthétique, des métiers du soin, des métiers du numérique, des métiers de bouche. Et le problème aussi, c'est toutes ces barrières réglementaires. Et moi, je vais me battre avec le gouvernement pour lever ces barrières réglementaires, parce que la région ne peut pas faire toute seule. Mais pourquoi on dit 25 ans, âge maximum pour entrer en apprentissage? Vous croyez qu'il n'y a pas des jeunes entre 25 et 30 ans qui se sont fourvoyés, qui ont raté leur orientation, qui voudraient se réorienter? Vous pensez qu'à 45 ans, on n'a pas le droit de devenir pâtissier ou esthéticienne? Eh bien, moi, je dis que toutes ces barrières réglementaires, il faut les faire Alors justement, sauter. vous travaillez avec le gouvernement sur ces sujets. Vous avez, je sais pas, vous avez rencontré Madame El Khomri, la ministre du Travail. Hein. Bah, j'ai rencontré tout le monde, puisque Alors, vous savez que François Hollande et Manuel Valls nous ont invités, nous les présidents de région, à venir parler. Moi, je leur ai dit qu'il allait falloir absolument lever tous les verrous. La région a certaines clés. Je vous ai dit, contrat de performance, dialogue avec les entreprises, un dialogue un peu viril pour que les subventions, il y ait une contrepartie.
Mais il y a des blocages législatifs. Un autre blocage législatif, ou réglementaire, c'est qu'aujourd'hui, les règles du droit du travail sont beaucoup plus protectrices pour les apprentis que pour les salariés. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes une toute petite entreprise, vous prenez un apprenti, on vous dit « Oh là là, vous n'êtes pas aux normes électriques, vous ! Oh là là, vous n'êtes pas aux normes de pollution de l'air !» Alors que pour les salariés, c'est des bonnes normes. Pour les apprentis, il faut refaire tout. Eh ben, vous ne prenez pas d'apprentis. Donc on a tout fait pour bloquer le développement de l'apprentissage en France, alors que c'est ça qui intègre. Alors, vous êtes depuis quelques semaines présidente de la région Île-de-France. J'imagine que vous suivez de près ce qui se passe dans la capitale. On a appris hier que Paris allait passer de 20 à 17 arrondissements. C'est une bonne nouvelle ? Bon, ça, c'est cosmétique, c'est pas le sujet. Le vrai sujet, c'est qu'aujourd'hui, il y a une métropole qui est en train de se créer et que Paris, pour se protéger contre cette métropole, est en train de fusionner la ville et le département. C'est ça l'enjeu du changement de statut de Paris. C'est de fusionner la ville et le département. Alors moi je dis, allons encore plus loin. Fusionnons la métropole et la région. Aujourd'hui, cette métropole, elle n'a pas de sens. Aujourd'hui, la métropole qu'on a créée, c'est Paris plus la petite couronne. Oui. C'est une métropole du Grand Paris rétréci. Le vrai Grand Paris, c'est l'Île-de-France. On ne peut pas faire une métropole sans Saclay, sans Roissy. On ne peut pas faire une métropole qui n'est pas élue au suffrage universel. Vous voulez dire qu'il faut enlever toutes les frontières des communes et pour faire une espèce de grande entité? Ce que je dis, c'est qu'il y a aujourd'hui une pièce montée en Île-de-France. Une pièce montée avec les villes, les intercommunalités, la métropole, les départements, la région. 5 niveaux. J'entends Madame Hidalgo qui dit « Je suis moderne, je fusionne le département et la ville de Paris ». Eh bien, je dis au gouvernement « Chiche, faites pareil que Madame Hidalgo au niveau de la région. Fusionner la métropole et la région, simplifier. Les acteurs économiques n'en peuvent plus de la complexité administrative. Ils n'arrivent plus à agir, ils n'arrivent plus à entreprendre. Vous dites que c'est cosmétique de réduire le nombre d'arrondissements. Enfin, ça sert aussi à ça, à simplifier. Ça fait moins de maires, moins de bureaucratie. C'est pas si clair. Mais en réalité, le sujet, c'est surtout vraiment le vrai sujet du nouveau statut de Paris, c'est de fusionner le département et la ville. C'est ça le vrai enjeu. Les arrondissements, c'est cosmétique. On a appris aussi, c'est plus anecdotique, quoique c'est symbolique, que les Champs-Élysées allaient devenir piétons le premier dimanche de chaque mois à partir du mois de mai. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je trouve que le projet de Anne Hidalgo, qui consiste à jouer à fond l'axe touristique pour Paris, est un projet très respectable. Et moi, je l'aiderais à le mener à bien, parce que je pense que le tourisme, pour l'emploi, puisque le développement économique est de la compétence de la région, pour l'emploi, c'est important. Maintenant, il est évident qu'on ne peut pas aller vers une piétonisation progressive de Paris sans transport en commun. C'est pour ça que je dis toujours à Anne Hidalgo, n'oubliez pas que sans transport en commun, personne ne peut se rendre à Paris. Il faut payer aussi pour les transports en commun, Madame Hidalgo. Elle n'arrête pas, Anne Hidalgo. Elle n'arrête pas. Vous lui reconnaissez cette énergie, ce volontarisme? Je sais que c'est pas facile pour vous de dire du bien de quelqu'un qui n'est pas dans votre camp, mais bon... Ah, c'est tout le contraire, on travaille très bien ensemble. On va aller ensemble au Japon pour redire aux touristes japonais, revenez en Île-de-France. Elle dira, et moi je dirais aux investisseurs japonais, venez aussi investir en Île-de-France. Mais c'est suffisamment rare pour être souligné. Et nous irons ensemble porter la candidature des JO. J'allais y venir. Vous travaillerez ensemble sur cette candidature? Totalement, puisque je vous rappelle qu'une bonne partie des épreuves olympiques ont lieu en dehors du périphérique et que le village olympique sera en Seine-Saint-Denis. Donc on a besoin évidemment de travailler la main dans la main. Et ce qui nous rassemble, c'est notre volonté de faire de la région parisienne la première des métropoles du monde. On n'a pas aujourd'hui à rougir face à Londres, on doit faire mieux, on peut faire mieux. Et avec la menace du Brexit, je vais vous dire, ce ne serait pas bon pour le peuple britannique et j'espère pour eux qu'ils ne choisiront pas cette voie. Mais si jamais les Britanniques disaient non à l'Europe, moi je dis à tous ceux qui sont partis s'installer à Londres, revenez à Paris. Vous n'avez pas quand même souhaité que la Grande-Bretagne sorte de l'Europe? Ah non, j'ai dit que ce ne serait pas une bonne chose pour eux et je ne leur souhaite pas. D'accord, mais comme ça c'est clair. Malheureusement, si ça arrive, je dis que nous sommes prêts à accueillir tout le monde dans la plus belle métropole du monde. Je voudrais qu'on regarde ensemble une sorte de galerie de portraits. Je pense que vous allez les reconnaître assez facilement. Ils sont 7 plus 2. Est-ce qu'on va les voir apparaître, si c'est possible? Les voici. Oui, je dis 7 plus 2, parce qu'il y en a 2 qui ne sont pas encore officiellement déclarés. Ce sont les candidats à la primaire de droite et du centre. Il y en aura peut-être d'autres encore, d'ailleurs. Alors, je ne vous demande pas de commentaires sur les personnes, mais qu'est-ce que ça vous inspire déjà? 1, le nombre. 2, il y a un petit côté quand même très masculin, non?
D'abord, le nombre, on verra à la fin. Ouais. Parce qu'il y a quand même un certain nombre de parlementaires, un certain nombre d'élus qui doivent parrainer. Donc, oui, mais enfin bon, quand même, ça montre les ambitions. Ça montre... Ça, une famille qui a plein de talents et plein d'ambitions, c'est plutôt bien. Je sais que c'est M. Cambadélis qui a dit ça ressemble à une équipe de football. Oui. Mais une équipe qui marque et une équipe qui gagne, ça peut faire la fierté de la France, n'est-ce pas? Donc, non. Ça manque pas un peu de femmes. Il y a Nadine Morano, bien sûr, mais elle est la seule pour l'instant. Oui. Sur 9. Non, mais la vérité, c'est que la cause des femmes en politique, elle est en train de régresser. Elle est en train de régresser singulièrement. Ah bah, écoutez, regardez le gouvernement. Il n'y a jamais eu autant de... Tous les postes clés sont masculins. Excusez-moi de vous dire, à Bercy, il n'y a plus de femmes. Tous les ministères régaliens sont occupés par des hommes. Enfin bon, je veux dire, c'est une plaisanterie aujourd'hui. Et quant à la vie politique de nos partis, c'est à peu près pareil. Donc le sujet aujourd'hui, c'est que c'est très dur pour une femme de percer dans ce milieu masculin. Anne Hidalgo et moi-même, nous sommes un peu des exceptions singulières. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a été élus. On a été choisis. Oui. On a été choisis par les électeurs, par les Français. Et le message qu'il faut faire passer à tous ceux qui nous gouvernent, c'est les Français veulent aussi des femmes. Les Français veulent de la diversité. Les Français veulent une classe politique qui leur ressemble. Avec votre succès au régional, vous pourriez prétendre à la primaire, non ? Aujourd'hui, mon enjeu, il est à la région. Aujourd'hui, j'ai mes preuves à faire. Et surtout, je pense vraiment que si on réussit ce que j'ai envie de réussir en Ile-de-France, c'est-à-dire à déverrouiller la croissance économique, à remettre de l'investissement, de l'emploi, du high-tech, je pense que vraiment, on refera démarrer le moteur de la France. Il y avait un conseil national donc, du mouvement Les Républicains ce week-end. Écoutez ce qu'en disait une femme, Virginie Calmels, première adjointe d'Alain Juppé, hier soir sur iTélé. C'est quand même, je crois, le spectacle qu'a donné ce Conseil national. Il y a une famille qui est unie et je pense que de ce point de vue-là, Nicolas Sarkozy a parfaitement rempli son rôle de président des Républicains. Et puis, chacun des candidats à la primaire porte lui-même son propre projet. Et je crois, une fois encore, que ça va permettre aux Français, parce qu'il faut rappeler que c'est tous les Français qui vont pouvoir voter à la primaire, de se déterminer sur leur champion pour 2017. Voilà, alors ça c'est le discours officiel, tout va bien, la famille est unie. Regardez la une, non pas la une, mais l'article du Figaro ce matin qui évoque ce début de campagne pour les Républicains. La guerre, la drôle de guerre. Alors on est quoi? On est entre les deux ou D'abord, disons que il faut absolument pas... Enfin, cette primaire est une bonne chose. Cette primaire est une très bonne chose, c'est la première fois. On verra à la fin, non? Non, c'est une bonne chose parce que c'est démocratique. Moi, je crois qu'on ne meurt jamais de plus de démocratie. En revanche, évidemment, il faut que ce soit une bataille d'idées et pas une guerre d'ego. Vous parlez de guerre, de bataille. Moi, je crois qu'effectivement, il y a un côté combat, forcément. Dans une sélection, il y aura forcément à la fin qu'un seul gagnant. Mais le sujet, c'est est-ce qu'on va gagner sur les idées ou est-ce qu'on va se battre sur les personnes? Et de ce point de vue, moi, j'attends vraiment plutôt le choc des idées. Ouais. Il y a quand même un risque que la famille se déchire. On voit déjà quelques signes. On voit déjà que c'est très tendu. Enfin, vous n'êtes pour rien, mais enfin, c'est comme ça. Oui, mais alors là, permettez-moi de vous dire que je jouerai à la place modeste qui est la mienne, tout mon rôle de ciment. Je pense que ce qui est intéressant, c'est il faut tout chambouler dans ce pays. Il faut tout réformer, il faut tout remettre à plat. Et de ce point de vue, il y a un certain nombre d'idées qui sont sur la table en matière d'autorité, de liberté, de justice. Et c'est ces idées-là qu'il faut promouvoir. Et le rôle des présidents de région sera important parce que nous, on est sur le terrain. Nous, on ne va pas se payer de mots. Jean-Pierre Raffarin a annoncé qu'il soutiendrait Alain Juppé. Vous annoncerez quand votre soutien d'ailleurs? Ah ben moi... Quand les programmes sont sur la table, il n'est pas question pour moi de me déterminer aujourd'hui sur la bonne mine de quiconque. Alors, j'aimerais qu'on revienne aux entreprises. Parce que vous avez dit une chose importante tout à l'heure en début d'interview concernant les organismes à qui vous donnez des subventions et qui doivent prendre un apprenti, un stagiaire ou un employé. Manuel Valls, hier, au sujet du pacte de responsabilité, a estimé que l'engagement du MEDEF n'était pas satisfaisant. Écoutez ce que dit Manuel Valls. Les aides, elles peuvent être conditionnées, elles peuvent être réorientées vers d'autres types d'entreprises. Donc c'est cela que nous allons étudier. Il ne s'agit d'aucune menace, il s'agit seulement de faire en sorte que chacun assume ses responsabilités. Et donc nous serons attentifs, encore une fois, parce que nous faisons, nous, confiance au dialogue social. Voilà. Le pacte, on le rappelle, c'est 41 milliards d'euros. Alors, il a raison ou pas de dire maintenant il faut des
il faut des embauches, parce que sinon, on ne va pas y arriver. Avec le CICE, le vert était dans le fruit dès le départ. C'est-à-dire on a fait un crédit d'impôt, et un crédit d'impôt, ça peut se modifier à tout moment. Moi, ce que je crois, c'est que les entreprises françaises, pour embaucher, elles ont besoin d'un cadre stable et pérenne. Et elles ont besoin d'un cadre qui soit compétitif par rapport à celui des autres pays. Donc nous devons avoir une baisse de charges simple, pérenne, efficace et qui nous ramène dans la moyenne des pays d'Europe. C'est ça l'objectif. Nous avions proposé, vous le savez à l'époque, j'avais fait voter la TVA anti-délocalisation, c'est-à-dire la baisse des charges. C'était une mesure simple, c'était clair, c'était pérenne. Bon, non, mais je vous explique pourquoi. Parce que là, on a fait un crédit d'impôt. On a fait un crédit d'impôt. C'est une usine à gaz. Ce crédit d'impôt ne fonctionne pas. On va le raboter. Donc les entreprises ont raison de ne pas jouer le jeu. Pas du tout. Mais simplement, le sujet aujourd'hui, c'est qu'elles n'ont pas encore assez confiance. Le cadre n'est pas encore assez attractif. C'est pour ça, quand j'ai été voir François Hollande et qu'il m'a dit il faut faire plus de formation pour l'emploi, je leur ai dit mais la formation, bien sûr, on va faire plus de formation et on va essayer surtout de l'adapter aux besoins des entreprises et aux besoins des demandeurs d'emploi, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Bien sûr, on va faire plus de formation, mais la formation, ça ne sert que si ça mène à l'emploi. Et pour qu'on crée de l'emploi, il faut un cadre, un environnement favorable. Les 35 heures, le droit du travail, l'assurance chômage, l'hyper-réglementation, les strates du millefeuille administratif. Combien d'années de diagnostic partagé il va falloir pour que ça bouge? Alors je l'ai dit à François Hollande, qui m'a dit qu'il n'y avait plus que des réformateurs dans son gouvernement. Bien. Comme il n'y a plus que des réformateurs, on attend les réformes maintenant. Alors, Valérie Pécresse, une toute dernière question, c'est une dernière minute, et c'est une info iTélé. Nicolas Sarkozy vient d'arriver au pôle financier, où il va être entendu dans l'affaire Big Malion. Quel est votre commentaire? La justice fait son travail, et moi je ne commente pas l'action de la justice. Ça peut être embêtant quand même pour la suite de sa les Français ont droit, campagne. Les Français ont droit à toute la transparence dans cette affaire. C'est une affaire qui concerne la justice et c'est la justice qui fera la vérité. Vous avez, au-delà du cas de Nicolas Sarkozy, vous avez une intuition, un sentiment sur cette affaire? Moi, je n'ai pas de sentiment sur des choses que je ne connais pas. Vous étiez quand même dans la campagne, vous l'avez vécu. Pardon, excusez-moi, j'étais ministre à l'époque. Vous n'étiez pas loin de la campagne. J'étais au budget, non, j'étais pas du tout dedans. Mais le sujet, enfin, j'étais pas du tout dedans, j'étais en soutien politique de cette campagne, mais je n'étais pas dans la campagne. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que vraiment, la transparence, aujourd'hui, et l'éthique doivent être mises en cœur de la politique. Moi, j'ai fait voter au Conseil régional une charte éthique, j'ai mis un déontologue, et je souhaite que vraiment on aille très loin dans ce domaine parce que la confiance des Français est légitimement érodée sur ces questions. Merci beaucoup Valérie Pécresse, merci d'avoir été notre invitée. Bonne journée. Tout de suite, Amandine Bégaud, l'essentiel de l'actualité.